Alors, deuxième question, deuxième point de notre entretien. Euh, on va faire un retour sur cette crise en Ukraine. Dernièrement, il y a eu ce discours, non, cet entretien d'à peu près 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie de Vladimir Poutine avec ce journaliste américain. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce discours, en tout cas, essayer d'en ressortir les points forts. Aujourd'hui, on en est où dans cette crise entre l'Ukraine et la Russie? Bien sûr, le conflit s'est un peu, on va dire, enlisé. Là, dernièrement, il y a eu la prise d'une ville importante par les Russes. Mais comment vous voyez, alors on n'a pas une boule de cristal, bien sûr, mais comment vous voyez un petit peu l'issue de ce conflit? Alors moi d'abord, pour ce conflit, ce que je vois, c'est que ce conflit n'est plus un conflit local, hein, n'est plus un conflit régional qui se déroulerait en Europe de l'Est, c'est un conflit planétaire, hein. Et c'est un bras de fer planétaire, hein, j'ai coutume de le dire, un bras de fer planétaire entre deux mondes qui s'opposent en tout. Et ces deux mondes sont le monde otano-kievien, hein, les Kieviens sont, font partie ou ça essaye de se rapprocher de ce camp. Donc, c'est un bras de fer entre l'OTAN, on va dire, et non pas la Russie, mais la multipolarité. Les 31 pays de l'OTAN et quelques alliés comme le Japon, l'Australie, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande, enfin des pays qui leur sont proches et qui représentent 15% de la population mondiale. Et puis, de l'autre côté, une Russie qui s'est liée avec la Chine et qui s'est liée avec bien d'autres pays dans le cadre d'alliances qui ont été bâties au fil du temps depuis le début des années 2000. Depuis, en fait, le bombardement de Belgrade. Le déclenchement de tout ça et de Poutine, on va dire. Hein. Poutine, il est arrivé au moment, il a vécu ce bombardement de Belgrade comme une humiliation, comme les Chinois d'ailleurs, qui ont vécu ce bombardement de Belgrade comme une humiliation. Ils ont vu que l'OTAN était capable de démanteler un grand pays comme l'ex-Yougoslavie. Ils ont vu le démantèlement de l'ex-Yougoslavie et ils se sont dit que un jour ou l'autre, ce style d'action contre eux leur pendait au nez. Et donc, depuis 2000, ils se sont préparés, la Chine et la Russie. Et alors, ils se sont préparés en créant de nouvelles alliances, hein, des alliances qu'on appelle aujourd'hui les BRICS. Mais les BRICS sont venus qu'après. La première des alliances, ça a été l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a été fondée, on va dire, en 2001, hein, qui a été formalisée en 2001 et qui regroupe 8 États, dont les quatre mêmes que l'on retrouve dans les BRICS, hein, ou 4 États importants qu'on retrouve dans les BRICS, c'est-à-dire ou 3 États importants qui sont la Chine, l'Inde et la Russie. Chine, Inde et Russie sont dans l'Organisation de coopération de Shanghai, fondée en 2001. Ils sont également dans les BRICS. Alors, ça n'est pas anodin, ça, parce que ces pays-là se rencontrent depuis 20 ans à tous les niveaux. Ils n'ont pas trop changé leur leadership, hein, ces administrations se rencontrent à tous les niveaux depuis 20 ans et les gens se connaissent à fond. Même ceux qu'on déclare adversaires sur le papier, comme l'Inde et la Chine, le sont pas tant que ça. Moi, je me souviens d'une anecdote où le Bhoutan, la Chine avait empiété un peu sur le Bhoutan pour faire une autoroute, quoi. Et le Bhoutan râlait un peu, quoi. Et les Occidentaux disaient chic, chic, on va assister à une guerre entre l'Inde, alliée du Bhoutan, et la Chine. Pas du tout. Il y a eu même pas quelques échauffourées, il y a même pas eu d'échauffourées, hein. On a beaucoup parlé en disant oh là là, c'est dramatique, il va y avoir la guerre. Et en fait, la semaine suivante, il y avait une réunion des BRICS et on voyait Poutine et Xi Jinping et Moody en train de prendre le thé ensemble et de deviser tranquillement entre eux, quoi. Donc, ces pays-là, ils réussissent à s'unir contre nous. Au moins, ils ne veulent plus, ils rejettent l'hégémonie et le système mondial qu'on a instauré
au profit des Occidentaux. Hein, c'est le système instauré au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, FMI, dollar, Banque mondiale, Hum, OMC, etc. Hein, tout ce système-là, il est rejeté par ces grands pays qui veulent au contraire un monde multipolaire. Et l'affaire de l'Ukraine, on est en plein dedans. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, euh, Poutine, qui a au début voulu faire une simple opération de police hein, pour protéger les gens du Donbass, s'est aperçu rapidement que les Occidentaux, ben, ils l'entendaient pas de cette oreille. Menés par les États-Unis, ils ont réagi violemment. Et donc, Poutine s'est aperçu il lui faudrait faire autre chose. C'est-à-dire pas seulement une opération militaire, mais qu'il faudrait affronter, affronter le bloc de l'OTAN. Et pour ça, bon, ben, il y a bien sûr les moyens militaires, hum. mais il y a surtout les moyens économiques. Économique, bien sûr. C'est-à-dire que c'est sur l'économie Oui. que, rappelons-nous qu'en 1990, euh, l'ex-Union soviétique s'est effondrée. Eh bien, aujourd'hui, Poutine a parfaitement compris l'importance de l'économie. Il s'était préparé particulièrement bien, et d'ailleurs, on le voit au résultat, hein, tous les indicateurs le montrent. L'économie russe va bien, malgré 13 paquets de sanctions occidentales, et les économies occidentales, à l'inverse, ont de grosses difficultés aujourd'hui hein, et sont en voie d'affaiblissement qui conduit inéluctablement un jour ou l'autre à l'effondrement. Alors, Poutine a aujourd'hui, je, se pose quelque part, non seulement en libérateur de l'Ukraine russophile et russophone, la partie de l'Ukraine qui avait choisi son camp, c'est-à-dire le Donbass, mais pas que le Donbass. Bon nombre d'Ukrainiens, une large partie de la population ukrainienne était russophone et russophile. Et pour l'instant, dans le Donbass, la proportion de russophones et de russophiles était supérieure à ce qu'elle est ailleurs, mais il y a encore certaines parties de l'Ukraine dans lesquelles il y a beaucoup de russophones qui sont russophones et russophiles qui habitent donc la partie contrôlée par Kiev. Hum. Point d'ailleurs qu'il y a de la résistance. Une résistance est en train de s'organiser sur les arrières donc, de Kiev et qui sabote ces lignes, qui n'est pas une résistance de Russes infiltrés, non, ce sont des habitants de l'Ukraine qui commencent à s'en prendre à des dépôts, et donc ça c'est une résistance anti-régime qui vient Ouais. est en train de naître au sein de l'Ukraine. On pourrait Donc, où imaginer, on est... pardon, Oui. excusez-moi, je vous coupe. On pourrait imaginer que la population se retourne contre Zelensky. Ben, oui, parce que la population finalement en amenant Zelensky au pouvoir, Zelensky avait été élu pour un programme de paix, pour un programme d'entente et de réconciliation avec la Russie pour éviter les problèmes. Et en fait, il a fait l'inverse sous la pression d'une partie tout à fait minoritaire de l'opinion kievienne, qui a réussi avec les médias, etc., à chauffer à blanc la population ukrainienne avec le soutien des Occidentaux également. Donc voilà, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait à ce qu'un moment la population dise ça suffit quoi. Et D'accord. on peut s'attendre à ça. Par rapport au discours donc, de Poutine, qu'est-ce qu'on peut retenir de son intervention? Quels sont les axes forts de ce discours? Parce que, en tout cas, il a créé un gros émoi, on va dire, dans les pays occidentaux. Enfin, cette intervention est venue une fois de plus, je pense, asseoir, j'allais dire, la domination russe. Oui, oui, rien que sur le compte de Tucker Carlson, je crois que on en est à 206, le compte personnel hein, Mm. de Tucker Carlson, et 206 millions de vues Ouais. pour cette interview. Et sur son compte YouTube, ça c'est sur son compte Twitter, hein, sur son compte YouTube, il a fait Mm. 19 millions, je crois, de Donc vues ça, supplémentaires, ce qui fait mm. que un total de 225 millions à peu près, hein, rien que sur son compte. Mais comme l'interview a été reprise par les grandes télévisions chinoises, indienne, africaine aussi, hein, avec Sputnik qui a donné Sputnik Afrique,
qui est très largement distribué en Afrique, on peut penser que plus d'1 milliard, peut-être davantage, d'habitants de la planète ont vu tout ou partie de cette interview. Donc, Poutine a marqué des points. Hein. Euh, et, et alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette interview? Alors, d'abord la première chose qu'on voit, c'est qu'un Poutine en pleine forme physique, quoi. Alors qu'on le présente régulièrement malade, incapable, mourant dans la semaine suivante, c'est pas du tout l'impression qu'il a donnée. Hein, il est resté lucide jusqu'à la fin, calme jusqu'à la fin. On a vu un homme sûr de lui, et ça tranche avec les leaders occidentaux, dont on voit bien qu'ils sont un peu agités dans leurs déclarations, hein, qui partent un peu dans tous les sens. Hein, je ne parle pas du président Biden, hein, qui a des problèmes De cognitifs très mémoire. importants. Hein. Hein, Ouais, problème de mémoire. Hein. ouais. Une pauvre mémoire, comme le dit le procureur spécial chargé d'enquêter sur d'éventuelles fautes commises par Biden en gardant des documents secrets chez lui, quoi. Bon, le procureur a dit de toute manière, c'est pas la peine de l'inculper parce qu'il sera jamais condamné, il sera déclaré irresponsable, quoi, en gros, parce qu'il a une mémoire défaillante. Bon, donc un Poutine bien sur ses deux jambes, solide, qui a fait la leçon un peu à tout le monde et qui nous a rappelé un certain nombre de faits. Et il a été très factuel, hein, factuel sur l'histoire, hein, l'histoire de la Russie, et puis factuel aussi sur les événements. Alors, je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est... Alors, moi, je n'ai pas découvert grand-chose dans cette intervention. Une seule chose qu'il a répétée, hein, il a répété qu'il s'était retiré de la région de Kiev parce que le document de paix enfin, était sur le point d'être signé. Au moment où les Ukrainiens ont dit d'accord, on signe, Poutine s'est retiré pour montrer sa bonne volonté. C'est ce qu'il dit, mais j'ai tendance à le croire. Et donc, il s'est fait avoir une fois de plus parce que Zelensky est revenu sur ce que sa délégation pour parler de paix, qui avait été entamée très vite hein, en février 2022, sa délégation était prête à signer. Enfin, et Zelensky est revenu dessus, poussé par Boris Johnson et par les Occidentaux qui ont dit non, non, faut faire la guerre et on va vous soutenir jusqu'au bout. Bon, on voit ce que ça donne, mais Poutine a compris que, et là on le voit dans sa déclaration, il a compris qu'il ne pouvait plus du tout faire confiance à l'Occident. Il a souligné, euh, il a souligné tous les mensonges de l'Occident ou toutes les paroles non tenues, hein, que ce soit pas un pouce à l'Est, proclamé dans les années 90, que ce soit les accords de Minsk, où il a encore souligné et montré du doigt au cours de son intervention le, le, la duplicité de Merkel et de Hollande, hein, qui se portaient garant d'un accord qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de respecter. Bon, et puis, bien sûr, c'est ce dernier mouvement hein, d'une Ukraine qui retire la signature qu'elle est prête à donner à la dernière minute, hein, et puis sous prétexte, bien sûr, d'un montage médiatique hein, qui a été le massacre de Boutcha. Ouais. Donc, Poutine a bien dit que l'Occident était peut-être fort au plan de la communication, hein, euh, et que de toute manière, il était capable d'imposer au monde son narratif, quel qu'il soit, même mensonger, hein, que l'Occident gagnerait toujours au plan du blablabla, quoi, hein, du Dans cette narratif. affaire, il va y avoir deux perdants en définitive. Bon, l'Ukraine, dont on sait qu'aujourd'hui, quand même, il y a une forme de vente à la découpe du pays. On sait par exemple que des terres ont été achetées par les multinationales américaines, certainement européennes aussi, donc Allemagne, France. Mhm. Mais puis ils n'arriveront vraisemblablement pas à payer toutes les dépenses qui ont été dépenses de guerre qui ont été occasionnées pour eux. Mais l'Europe aussi va être perdante.
qu'a-t-on à craindre voilà, de cette sortie de crise qui vraisemblablement ne nous sera pas favorable? Nos économies sont déjà alors à genoux, pour reprendre l'expression de Le Exemple. Maire, sauf que notre ministre de l'économie souhaitait mettre l'économie russe, lui, à genoux. Ouais. En définitive, c'était exactement l'inverse qui est en train de se produire. C'est nous qui allons subir ça. Comment vous voyez un petit peu la suite des événements? Les États-Unis aussi ne se portent pas forcément très très bien, avec un endettement gigantesque et peut-être la fin de la dollarisation du monde. Comment ça, comment vous Oui, voyez oui. ces... Oui, ben, sur le plan économique, effectivement, et c'est là que beaucoup de gens se demandent pourquoi Poutine ne va pas plus vite. Il en a les moyens. S'il a envie de couper l'Ukraine en deux en partant de la Biélorussie, comme il l'a fait au tout début, hein, la manœuvre du tout début vers Kiev et Odessa. Maintenant que l'Ukraine est exsangue, Poutine aurait l'occasion d'aller très vite, hein, de descendre très vite de Biélorussie avec les hommes qui s'y trouvent. Hein. Il a 50 000 hommes là-haut, hein, ils peuvent descendre vers Odessa et couper carrément l'Ukraine en deux par des grandes manœuvres. Mais non, Poutine n'a pas besoin de ça. Poutine, je pense, c'est une opinion personnelle, hein, je peux me tromper, mais je pense qu'il a compris que s'il voulait assurer le triomphe de la multipolarité qui a pris un coup de boost grâce à cette opération spéciale, hein, avec l'élargissement des BRICS, etc. Je rappelle qu'en ce moment, au moment où on parle, le président des BRICS, c'est Poutine. Poutine a pris la présidence des BRICS. Il va y avoir un sommet des BRICS en octobre à Kazan. Et il y aura probablement, une fois de plus, un nouvel élargissement. Donc les BRICS passeront de 10 États peut-être à 14 ou 15, je n'en sais rien, hein, et renforçant sans arrêt leur force. Donc Poutine a compris que c'était par l'économie, hein, qu'il allait... et donc il s'attaque aujourd'hui, il s'attaque par différents moyens, hein, à l'Europe et à l'Occident. Le bras de fer est devenu non pas militaire, mais il est devenu économique avec l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident, chaque jour qui passe, et le temps travaille en faveur de Poutine, chaque jour Ouais. qui passe est un jour d'affaiblissement pour l'Occident. Tous les indicateurs le montrent, hein, les indicateurs économiques du FMI, de la Banque mondiale, etc. Vous regardez ça, vous avez Jean-Marc Toiti qui est professeur de finance à l'école de haute finance et qui fait ça très bien et qui vous démontre tous les jours que l'Occident ne va pas bien. Alors pourquoi l'Occident ne va pas bien? Tout simplement parce qu'on s'est tiré une balle dans le pied, hein, et c'est-à-dire qu'on s'est coupé des approvisionnements bon marché en énergie et en matières premières qu'on pouvait avoir il y a encore 3 ans, quoi, avant l'opération spéciale. Et la clé du coffre de l'énergie, ça n'est pas Biden qui l'a. Il l'a plus. Hein. C'est Poutine qui l'a. Et les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït et Émirats Arabes Unis sont aujourd'hui, dont il y en a deux dans les BRICS, hein, c'est l'Arabie Saoudite et, euh, les Émirats Arabes Unis. Ils se Ah, sont rapprochés de l'Iran. Quand vous mesurez, oui, quand vous mesurez la quantité de pétrole et de gaz qui est dans l'escarcelle, j'ose dire, de Vladimir Poutine, hein, c'est lui qui en a un peu le contrôle, enfin qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés du gaz. Quand vous voyez ça, vous vous rendez bien compte que nous, en Occident, on est nus. bien Nus. sûr. On C'est-à-dire a que quand même du souci à se faire parce que, bon, en résumé, on n'a pas les matières premières. On n'a plus d'économie forte, donc, parce que tout simplement nos monnaies ne valent plus rien. Euh, la situation devient quand même très, très, très tendue pour nous. Il faut jouer vraisemblablement une autre carte que celle des États-Unis qui sont pas à l'agonie, mais enfin. ouais, les États-Unis sont proches de la guerre civile, hein, on Ouais, l'a vu. On est en année électorale. Cette année électorale profite encore à Poutine. C'est une carte supplémentaire pour Vladimir Poutine parce que euh, comme les États-Unis sont divisés vraiment, hein, sur à peu près tous les sujets,
entre un Trump qui n'est pas un interventionniste tous azimuts, hein, qui souhaite qu'on s'occupe d'abord des problèmes de l'Amérique avant d'aller s'occuper de jouer les shérifs sur la planète entière. Donc ça, c'est Trump. Et puis, l'Amérique de Biden, qui est sous contrôle, je veux dire presque total, des néoconservateurs américains, hein, qui, elle, veut absolument la peau de Vladimir Poutine et la peau de le démembrement à terme de la Russie. Hein. C'est leur objectif, euh, leur objectif final. Donc, Très bien. cette année, les États-Unis en quasi-guerre civile, hein, en campagne électorale qui va devenir, au fil du temps, plus on se rapproche de novembre, plus ils vont être faibles parce qu'ils seront divisés et plus Poutine aura l'occasion de faire ce qu'il veut, ou pratiquement ce qu'il veut en Ukraine. Voilà. Et Très bien. donc, l'affaire de l'Ukraine va se terminer, pour moi, hein, elle va se terminer, euh, elle ne se terminera pas avant le dernier trimestre de cette année, je pense. Il n'y aura pas d'accord de paix signé avant le dernier trimestre 2024, ou plus tôt, peut-être plus tard, hein, Ouais. mais au plus tôt, parce que Oui, Poutine laisse le temps. ils vont attendre que les élections américaines soient passées. Ouais. Et puis ils vont attendre aussi que l'Allemagne s'enfonce économiquement, que tout un tas de mouvements d'entreprises allemandes se délocalisant aux États-Unis et affaiblissant ainsi l'Allemagne et par conséquent l'Europe. Hein, tout ce qui se délocalise aux États-Unis dans l'industrie allemande pour aller chercher de l'énergie moins chère, c'est de la force en moins pour l'Union européenne. Donc il va attendre que ces transformations soient faites, hein, et puis un beau jour, le jour où il l'aura décidé d'ailleurs, hein, il n'en a pas pour très longtemps, bah, il mettra l'accélérateur. Hein. Il a montré qu'il était capable de mettre l'accélérateur, par exemple, pour la bataille d'Advika. Il l'a mise, bon, en face, ça s'est effondré, mais il ne souhaite pas en finir trop vite. S'il finit tout de suite et si une paix est signée, on retournera aux errements antérieurs. Les Occidentaux sont très contents qu'une paix soit signée, hein, pour pouvoir revenir racheter du pétrole russe pas cher, etc., rétablir des relations. Non, Poutine souhaite que les Occidentaux aillent boire la coupe de la défaite économique jusqu'à la lie. Et on va la boire, la coupe de la défaite économique. Bon, On va la boire. eh bien, on va terminer ce point-là sur une note plutôt pessimiste. Oui, C'est bien dommage. Bon, en tout cas, bon, comme vous le dites, hein, je le répète, à chacun de se forger son opinion. oui, non. Merci.